Hello, hello, hello. Comment allez-vous, très cher ami? Quant à moi, Dieu merci. Et je souhaite la même chose pour vous. Et surtout les compatriotes se trouvant au pays. Nous remercions aussi tous les compatriotes de New York qui ont manifesté ce matin pour dénoncer la tyrannie de Mamadi Doumbouya. On prie le bon Dieu qui nous débarrasse de ce démon. Parce que je disais au sous-titre que ni la démagogie, ni la manipulation de Mohamed Touré ne servira à rien. Mamadi partira. Et ça, par tous les moyens possibles. Il partira d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il y a des spéculations. Et moi, j'ai eu une information. Et cette personne me disait que le deal entre Mohamed Touré et Mamadi Doumbouya, c'est de laisser faire 2 mandats et puis il remet la Guinée à Mohamed Touré. C'est-à-dire, il fait croire à Mohamed Touré que la chose qu'il a brigandée, c'est-à-dire la Guinée qu'il a braquée, est devenue pour lui. Et il va remettre ça à Mohamed Touré comme l'héritage de AST, d'Ahmed le Feu Ahmed Sékou Touré. Mais il faut qu'on soit clair. Sékou Touré n'est pas seulement le père de Mohamed Touré. Sékou Touré n'appartient plus à la famille Touré. Sékou Touré, c'est un symbole pour tous les Guinéens. Au-delà de la Guinée, Sékou Touré, c'est un pionnier. C'est le porte-flambeau de l'émancipation des peuples africains. Sékou Touré n'appartient plus à la famille Touré. Nous sommes tous les fils et les petits-fils de Sékou Touré. Donc il faut qu'on se trompe. Mais je comprends bien, Mohamed est un cas social actuellement. Mohamed est diminué. Mohamed est malade. Donc s'il faut manipuler le malheur de quelqu'un pour assouvir ses désirs, mais on le laisse fantasmer. Parce que la réalité est là. Si Mamadi Doumbouya promet à Mohamed qu'il va le remettre le pouvoir, c'est-à-dire que la Guinée, Sékou Touré l'a toujours dit. Il dit, mon seul héritage que je vais laisser pour ce peuple, c'est le Guinéen nouveau. C'est vous, mes enfants. Je suis né à l'époque de Sékou Touré. Je suis né sous le régime de Sékou Touré. J'ai étudié dans les centres d'éducation révolutionnaire qu'on appelait CER. Ma génération aujourd'hui ont tous connu Sékou Touré. Partout dans nos écoles, dans les permanences, au niveau des PRL, partout, c'était les slogans révolutionnaires. Nous sommes nés dedans. Donc, Mamadi est plus jeune. Je ne pense pas si Mamadi a connu le régime Sékou Touré. Le régime Sékou Touré, on connaît. Mais comme aucun régime n'est innocent sur cette terre, il n'est pas dit que tout ce qui a été fait pendant le régime de Sékou Touré était bon. Non. Il y a eu des choses horribles qui sont passées. Il faut le reconnaître. Il y a eu des innocents qui ont été tués, c'est vrai. Il faut reconnaître. Mais dans toutes choses, il faut faire la part des choses. L'époque des indépendances, l'époque des années 60, c'était la guerre froide. Sékou Touré a eu tous les problèmes du monde. L'Occident a voulu le déstabiliser. Au-delà
de l'idéologie du système socialiste, communo-socialiste. On l'a connu. C'était le modèle des Kolkhov en Union soviétique. Les FAPA, les fermes agricoles et tout ça là. On a voulu, ce qui a été d'ailleurs une erreur, beaucoup d'intellectuels ont vu, on a voulu dupliquer un modèle extérieur à une population différente. On a voulu faire textuellement ce qui se faisait à l'époque à l'Union soviétique en Guinée. Dans les années 60, je crois 70, 72, la Guinée était le pays en Afrique qui avait commandé beaucoup plus de tracteurs que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais aussi, il y a eu des progrès. Sékou Touré nous a façonnés. À l'école, l'idéologie était une matière enseignée. L'agriculture était une matière principale. Tout élève de ma génération, en tout cas, connaissait toutes les techniques culturelles. On avait tous notre chant et c'était noté. Mais au-delà de tous ces bienfaits, il y a eu des dérapages, il y a eu des règlements de compte, d'ailleurs que Sékou Touré ne connaissait pas. Manufin Diané a témoigné un jour ici. Il disait qu'un jour, une dame là qui était venue pour une question de bourse a trouvé Sékou Touré dans son bureau, tête baissée, et réfléchissait, que Sékou Touré parlait de Fodéba Keïta. Et Sékou a dit publiquement à tous les Guinéens, il dit tout ce qui fait du mal à mon nom, vous allez récolter ça. Il y a eu des innocents qui sont morts pendant la Révolution, c'est vrai. Mais il y a eu aussi des vrais coupables qui dealaient avec l'impérialisme, le colonialisme français pour déstabiliser la Guinée. Il faut le reconnaître aussi. Nous sommes des enfants, les vrais héritiers d'Ahmed Sékou Touré, de la Révolution. Mohamed n'est pas le seul héritier de Sékou Touré. S'il est le fils biologique, nous le donnons de droit, c'est tout à fait normal. Mais nous sommes aussi les fils spirituels de Sékou Touré. 2 jours avant sa mort, j'étais ce jour-là, disons au stade de colère. Il a remis ce qu'on appelait JRDA. C'était la jeunesse du Parti démocratique de Guinée, PDG. Il nous a réunis. Dans son discours, il n'a eu qu'un seul mot. C'était nous dire au revoir. Il a dit ça plus de 3 fois. Tous ceux qui étaient là-bas ce jour peuvent témoigner. Il dit au revoir. Je crois que c'était vers le... Je ne me rappelle pas de... En tout cas, c'était le mois de mars, le mois laquelle il est mort. Parce qu'il devrait avoir le sommet de l'OUA en Guinée. La Guinée devrait abriter ce sommet-là. Donc après cette tournée de Libye, Algérie et tout ça, la Guinée, il a réuni, je crois, c'était la fête de la jeunesse du PDG. Le seul mot qu'il a utilisé ce jour, il a dit à la jeunesse au revoir. Sékou dans tous ses discours, il nous disait, tout ce que la Guinée a aujourd'hui, ça serait pour sa jeunesse. Il dit, ce pays-là, je vais protéger tous les biens de ce pays pour la jeunesse. C'est ainsi qu'il a ouvert un fonds souverain à l'UBS de Genève, en Suisse, qui a démantelé ce compte. Il y avait plus de 700 000 $ dedans. 700 millions de dollars, je vous l'ai dit. C'est Lansana Kouyaté, lorsqu'il est venu Premier ministre, il a fermé le compte, les fonds, il a dilapidé le fonds.
c'est Lansana Kouyaté, tout le monde le sait. Mais qui en parle aujourd'hui? Sékou Touré disait que si les minerais de Simandou ne passaient pas par le port de Forcaria, qu'il ne va pas laisser Simandou exploiter. Il a refusé toute négociation de faire passer le minerai guinéen par le Libéria. Parce que le Libéria avait commencé à exploiter la partie qui se trouve sur le territoire libérien. Ils ont fait un chemin de fer jusqu'au port de Bosman. Ça a un saut de 40 km de l'eau là. C'est connu. Cet héritage aujourd'hui que Mamadi est en train, disons, de piller et de repartir à ses puissances coloniales, je vois très mal que Mohamed Touré ou le parti PDG-RDA soutient quelqu'un qui est le contraire, c'est-à-dire tout le contraire. Mamadi est en train d'utiliser le PDG pour pérenniser son braquage. Je crois qu'il ne faut pas être bête. Mais je comprends bien Khadija André Touré, en haut de ses 90 ans, il disait à tous les visiteurs, je suis prêt à vous donner tout si vous faites tout pour libérer mon fils, pour que je le dise au revoir pour la dernière fois. Vous savez, avec l'âge avancé, tous les jours, on se dit que c'est notre dernier jour. La vieille pleurait, tous les visiteurs qui passaient la voir. Mais ça, c'est depuis au temps de Alpha Condé. Il priait Dieu. Mohamed est son fils unique. L'amour d'une mère, je la comprends. J'ai eu aussi une mère qui est aujourd'hui décédée. Je sais ce qu'un enfant représente pour une mère, surtout un enfant unique. Sa fille Aminata, fille adoptive, est décédée. Mohamed est le seul qui restait. Et on l'a dit que Mohamed est en prison. Il a arrêté pour 7 ans. Imaginez-vous la détresse d'une femme âgée, d'une femme de 90 ans. Mais s'il faut abuser de l'âge et de cette fragilité d'une mère qui ne demande que voir son fils pour la dernière fois, pour en faire ça un capital politique, je trouve ça cynique. Mamadi, c'est un démon. Mohamed aujourd'hui a des problèmes de nerfs. Il a des problèmes d'articulation, il ne peut pas marcher, Mohamed. Il a eu des traitements aux États-Unis, il a eu un choc émotionnel. Mohamed a failli partir avec ce problème-là. Mais Dieu merci. Et puis il faut rappeler aux gens, ce n'est pas la première fois que Mohamed fait la prison. Mohamed a été mis en prison en Guinée après le coup d'État de 3 avril. Mohamed Touré, André Touré, ils étaient en prison à Kindia. C'est à 300 mètres de ma concession. Je voyais Mohamed Touré dans la cour dans les années en 84, 186, 2 ans après, qu'ils ont été relâchés. Et comment? C'est parce que Ariette Touré, Ariette Conté a eu un problème à l'aéroport, je crois, du Maroc. Il paraît qu'on a saisi quelque chose dans ses bagages. Et comme monnaie d'échange, le roi Mohamed VI a dit, bon, il faut libérer la famille
de Sékou Touré. C'est ainsi que la famille de Sékou Touré a été libérée. Ils ont été libérés, ils sont partis au Maroc. Donc ce n'est pas la première prison que Mohamed a eu à faire. Hein. Quand André Touré a dit, il dit lorsque j'étais en prison à Kindia, il dit ce qui m'a dépassé, m'a choqué, c'est lorsqu'on a mis dans ma cellule la femme de Diarra Traoré. Parce qu'après coup Diarra, on avait mis la femme de Diarra Traoré qui était là-bas, et puis bon. Mais c'est comme ça. Donc ce n'est pas la première fois. Hein. Mohamed a fait la prison en Guinée. Certes, il n'a pas fait un longtemps, mais il a fait la prison en Guinée. Revenons maintenant sur l'idéologie ou la politique de Sékou Touré. Sékou Touré, le système socialiste qui régnait, parce que le monde était reparti en deux blocs. C'était le socialisme, ou comment on l'appelait le communisme, et le capitalisme, c'était les deux camps. Soit tu es dans l'un ou tu es dans l'autre. Même ceux qui se disaient qu'ils étaient non alignés, neutres et tout ça, c'était faux. Ils étaient dans un camp. Donc c'est ce système-là qui gouvernait la Guinée. Mais derrière ce système, il y avait, c'est ce qu'on appelle l'idéologie. L'idéologie, c'était l'idée, la manière dont on concevait l'indépendance et le nationalisme guinéen. Mais à travers ce nationalisme, c'était le panafricanisme pur et dur. Sékou Touré était un panafricain sacré. Al-Kaba, lorsqu'il a visité la Mecque, je crois, sa dernière visite à la Mecque, Moustapha Niane, l'ex-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, a témoigné dans son livre. Il dit Sékou Touré, c'est à travers Sékou Touré qu'il est rentré dans la Kaaba. Que lorsqu'ils sont rentrés dans la Kaaba, après avoir dit leurs prières, parce que quand ils rentrent dedans, chacun fait ses prières là, ses vœux et tout ça. Que Sékou, tous ces vœux là-bas, c'était pour la Guinée, pour l'Afrique. Qu'il a demandé à Sékou Touré pourquoi il n'a pas prié pour sa famille et pour ses enfants. Il dit non. Il dit la Guinée et l'Afrique, c'est mes parents. Il dit quand je prie pour l'Afrique et pour la Guinée, c'est que j'ai prié pour ma famille. Qui était à l'époque, au temps des Sékou Touré, Kwame Nkrumah et Sékou Touré et Modibo Keïta, c'est les pionniers de la fondation de l'Union africaine dont nous parlons là. Qui était plus panafricain que ceci? Ce jour-là, Moustapha Niane disait que c'était la première fois que Sékou Touré, en sortant de la cave, de la Kaaba, qu'il n'a pas fait d'eau, il est sorti en se reculant, que c'est ainsi que tous ils ont fait le même mouvement. Sékou Touré a dit, on ne fait pas d'eau à Dieu, on ne fait pas d'eau au prophète. Donc, si mon maître Touré, je sais qu'il connaît l'histoire, il connaît l'histoire de son père plus que moi. Je l'ai lu dans les bouquins, j'ai écouté mes parents en parler. Mon père était l'un de ses opposants de Sékou Touré pendant la Révolution, parce que mon père était un fervent militaire aussi de BAG, de Bari Yaoundou, il faisait partie du parti de Bari Yaoundou. Mais il admirait quand même le fougue de Sékou Touré. Il nous a toujours dit ça. Il dit Sékou Touré, c'est un homme, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Il dit il est prêt pour tout, pour la dignité africaine. On ne peut pas comprendre que son héritier, Mohamed Touré, vient piétiner ça. Et mon Dieu, est-ce que le corps Sékou Touré ne va pas se tourner dans sa tombe? Prions pour le repos de l'âme du camarade Sékou Touré. Nous n'allons pas trahir, parce que
l'idéologie, le panafricanisme, c'est un esprit. Ce n'est pas les combinaisons ou les arrangements, je vais te donner le pouvoir après, ou je fais pour que... Non, ce n'est pas une marchandise, mon maître. Mon maître, hey, on ne badine pas, la France va dégager en Guinée. Même si on te promet Paul Pierre, là, Mamadi, nous allons le tuer avec sa France. C'est-à-dire ces colons qui l'ont mis là-bas. Et ça ne va même pas tarder. Mais ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que mon maître a été, c'est-à-dire on utilise la fragilité de mon maître pour le, disons, pour le faire l'inacceptable. J'ai pitié de mon maître, parce qu'actuellement, mon maître est devenu un pion, un chieux pour eux. Certes, mentalement, il est normal, mais physiquement, parce que quand le physique ne suit pas le mental, hein, et les réactions sont toujours comme ça, là. Mon maître n'a pas la maîtrise. Savez-vous que la maison de mon maître au Texas, c'est Mamadi qui l'a pris sous caution? La caution qu'on dit que Mamadi a payé pour mon maître, c'est faux, archi faux. Mamadi n'a pas payé la caution. Mon maître, pour rentrer, mon maître dit qu'il ne veut rien maintenant savoir des États-Unis. Sa maison qui est là-bas. Mamadi a envoyé sa mère qui était au Texas, bien tout ça là, pour aller signer les documents pour sa maison là. Vous savez, Mamadi, c'est un démon. Quand je vous dis c'est un démon, il profite du détresse d'un homme sorti de la prison pour le dépouiller. La villa Sili, belle vue là. Mais si Sékou, tout le monde sait que le domaine appartient à Sékou Touré, tout le monde, tout Guinéen le sait. Mais Sékou a donné ça. C'est-à-dire, ceux qui connaissent Sékou Touré, c'est pas quelqu'un de matériel. Il disait que l'héritage qu'il va laisser pour ses enfants, que c'est leur éducation. C'était ça la philosophie de Sékou Touré. André Touré, une fois, à Farana, il voulait déposer une pierre pour la construction d'une villa pour Mohamed Touré. Ils ont téléphoné à Sékou Touré. Sékou a dit à André, s'il ne rentre pas à Conakry dans 24 heures, qu'il ne se retournera pas dans sa famille, qu'il va divorcer avec lui. Sékou avait horreur de ça. Même la villa collée à Villa André, là, dont madame, comment Khadja André habitait avant qu'on leur restitue la villa. La villa. C'est le vieux Adraman Senkoun Kaba qui a donné ça. Parce que c'est sa nièce, le grand-père de Mamadi Senkoun Kaba qui vient de décéder. Le vieux Abdraman Senkoun Kaba, c'est lui qui a donné la villa à André Touré. Sékou ne voulait pas. Il y a une expatriée, une Française qui était en Guinée, qui voulait rentrer. Il avait 4 villas à Conakry. Il y avait, je crois, 3 vers Bellevue là, et une villa qui est à Donka, cité des professeurs là. Il a dit à Sékou Touré, si Sékou Touré voulait, qu'il pouvait donner à Sékou Touré. Sékou Touré dit non, que lui ne veut rien. Il dit, bon, de chercher, est-ce qu'il peut vendre à quelqu'un? S'il a un preneur, il va le vendre. Sékou Touré a dit, bon, j'ai un ami qui est en Suisse. C'était qui? C'était Jean-Marie Doré. Il a appelé Jean-Marie Doré. Il dit, ah, comme tu me disais que tu n'as pas de maison à Conakry là, il y a une Française qui veut rentrer chez elle. Elle a 2 villas ici à vendre. Il y a une à Donka, si tu en veux. Je vais vous mettre en contact. Il a mis Jean-Marie Doré en contact avec cette dame-là pour négocier la maison que Jean-Marie Doré a achetée au bloc des professeurs à Donka. C'est pour le matériel, le bien, ce n'était pas son problème. Il s'en fichait pas mal. C'est le modèle de Alpha Condé qui peut montrer une villa ou un palais actuellement 2 cm
qui appartient à Alpha Condé. Mais allez-y à Conakry aujourd'hui. Mamadi a acheté la moitié de Kipé. Allez dans toutes les préfectures de la Guinée, vous trouverez les maisons de Mamadi Doumbouya. Comment comparer, associer ces deux personnes? Comment peut-il associer l'œuvre de Sékou Touré à Mamadi Doumbouya en disant ouais, on n'a pas de candidat, mais soyons sérieux quand même. Qu'est-ce qui représente le PDG en Guinée? En termes, je ne dis pas idéologiquement, le PDG est là en Corse, mais en termes de militants. Avant la mort de Sékou Touré, le PDG-RDA, c'était le parti unique. C'était le seul parti politique en Guinée. Donc, bref, tout le monde, tu le veux ou pas, tu appartenais à ce parti. Certes, à l'intérieur du parti, il y avait de concurrence parce que dans les élections communautaires, là, les maires ou les trucs là, dans les villes, ben, c'était les vraies campagnes. C'était les gens du même parti, mais il y avait la concurrence. Chacun avait ses délégués. On a tous assisté, en tout cas ceux de ma génération, à l'époque, pour élire un maire et tout ça, là, malgré qu'ils étaient tous du PDG-RDA, mais c'était les vraies campagnes, c'était les concurrences entre les gens. Donc, je dis tout ça pour interpeller les gens, pour dire que nous avons affaire avec un diable. Mamadi, c'est le diable tout fait. Mamadi, c'est le mal incarné. Mamadi utilise tout Guinéen, tout événement pour se pérenniser parce que lui, tout ce qui l'intéresse à l'heure là, c'est être au pouvoir, rester là, piller la Guinée, parce que nous voyons tout ce que Mamadi fait. Et ce qui me désole aussi dans ça, c'est ceux qui se disent médiateurs ou, je ne sais pas, qui font quoi pour la paix. On ne peut pas parler de la paix dans un pays où il existe l'injustice. On ne peut pas parler de la paix dans un pays avec un groupe de bandits armés qui théorisent et qui intimident la population, avec ces assassinats, avec ces kidnappings, le musellement de la presse, les arrestations arbitraires. Peut-on parler de la paix dans ça? C'est celui qui fait toutes ces bêtises-là, c'est-à-dire au vu et au su de tous les Guinéens qui viennent nous parler de la paix. Mais de qui se moque-t-on? Arrêtons de mentir aux gens. Arrêtons de faire semblant qu'on est en train de traiter quelque chose et que vous ne vous attaquez pas à la cause. Tout le monde sait que le vrai problème de la Guinée s'appelle Mamadi Doumbouya. Mamadi n'est pas la solution, mais c'est le problème. Mamadi nous envoie tout droit à la guerre civile, à la confrontation. Mais regardez comment il est en train de conditionner le conflit communautaire. Mais ces communicants-là qui sont sur les réseaux sociaux, c'est Mamadi, son groupe qui leur paye. Il y a même un qui disait que nous en faisons trop. Il dit qu'il y a trop, il n'y a plus de coordination en fait entre ces mouvements de soutien. C'est la pagaille totale. Mais que voulez-vous? La vision de Mamadi pour la Guinée, c'est les mouvements de soutien. C'est-à-dire tout le budget de l'État va dans ça. Mais regardez la pagaille qui est partout là. Et le pays vit dans la misère totale. Mais on est en train de distribuer des milliards et des milliards aux gens. Mais les voitures qu'on donne à des artistes, à des macaneras, ça peut construire au moins 6 classes, voire même des vingtaines de classes à Mankountan, à Beila ou à Poredaka dans les villages. Les enfants sont dans les hangars.
mais on distribue l'argent de l'État qui doit servir à construire ces écoles, ces dispensaires, les routes, dans les futilités, les mouvements de soutien, ou Simandou 2040, ou c'est quoi des blogueurs. Mais est-ce que la Guinée peut se développer dans la démagogie? Ce n'est pas des futilités là qui vont développer notre pays. Mamadi n'est pas la solution pour la Guinée. Tout le monde sait que Mamadi gère la Guinée par la force des armes. À l'heure là, Mamadi se maintient par la force des armes. Et on veut faire croire aux gens que la population adhère. Quand vous prenez ce commerçant arnaqueur qui a fait tomber la banque qui finance les MIFA, ce monsieur, j'ai oublié son nom, quoi, Amana, il a une entreprise Amana qui commande les denrées alimentaires et tout ça. Mais c'est lui qui a fait tomber, fermer Afriland Bank qui finance les MIFA et les M3. Il a endetté, il est venu prendre le réserve, le capital de cette banque-là. Il n'a jamais remboursé. Maintenant, il est en difficulté économique. Il se confie, comme il sait que Mamadi, c'est les escrocs, Mamadi est devenu leur foin de commerce. C'est lui qui raconte dans ses discours, je l'ai même entendu dire, excusez-moi, il dit qu'il y a eu un coup d'État, que personne n'est sorti. Mais est-ce qu'il y a eu, lorsqu'il y a eu coup d'État, après la mort de Sékou Touré, est-ce que les gens sont sortis pour affronter les militaires? Lorsqu'il y a eu coup d'État contre Lansana Conté, est-ce que les gens sont sortis pour contester? Non, on ne veut pas. La seule différence, c'est quoi? C'est que Mamadi, ce que Mamadi a fait, c'est la première fois dans l'histoire de la Guinée. On n'a jamais fait un coup d'État à un chef d'État qui est vivant. C'est Mamadi qui l'a fait. Au-delà même de ça, on n'a jamais exhibé un chef d'État en Guinée. Même un haut responsable en Guinée a plus forte raison à un chef d'État. Donc la population était tellement dépassée, l'événement a surpris les gens, que les gens, c'est-à-dire, les gens étaient dépassés, ils ne pouvaient pas comprendre que quelqu'un que Alpha Condé considérait comme son fils, même le jour du coup d'État, qu'il a appelé, Mamadi, tu es où? Il dit, la présidence est attaquée. Parce que les forces spéciales n'étaient pas rattachées à l'armée nationale. Les forces spéciales étaient rattachées directement à la présidence de la République. C'est-à-dire les forces spéciales, c'est ce qu'on appelait les premiers répondants en termes de sécurité de la présidence. Mais nous savons tous, ceux qui ont pénétré dans l'enceinte de Sékou Touré, c'était dans le véhicule de chef d'état-major, Traoré. C'était son véhicule, comme tous les jeunes connaissent son véhicule qui vient là-bas à la présidence. Pour eux, c'est lui qui était venu. Ils l'ont laissé rentrer. Et le jour, la veille même, les enfants qui gardaient Alpha Condé, la force on a, c'est-à-dire il y a plus de 300 en principe. Ils sont plus de 300 qui gardent le palais présidentiel. Mais ce jour-là, bizarrement, ils n'étaient même pas plus de 150. On a diminué. Et les conteneurs dans lesquels il y a des armes pour la protection, pour le ravitaillement des gardes présidentiels, il y a Namori Traoré, le chef d'état-major. À la veille, il a envoyé les gens pour canadasser, parce que c'est Namori qui coordonnait tous les mouvements des armements en Guinée, tous les dépôts d'armerie là. C'est Namori qui était le premier responsable qui donne l'ordre. Parce qu'avec la réforme de l'armée guinéenne,
on a mis, c'est-à-dire les structures qui sont viables, les structures de commandement étaient définies. Parce qu'avant, n'importe qui pouvait décider, je fais ça. Mais avec la réforme de l'armée, tout a été, disons, balisé. Donc c'est Namori qui est venu cadenasser ces conteneurs. Les jeunes là, c'est pourquoi ils n'ont pas pu résister longtemps. Non seulement il a diminué le nombre, mais aussi il leur a privés de leurs armes. C'est comme ça. Sinon, Mamadi était dans le véhicule même, une de ces véhicules de commandement de Namori, avec Moussa Moïse, là, ils étaient dedans, là. Ils étaient proches de l'ambassade de la France. C'est Namori qui a dit aux gens, lorsque les gens du Samouria devraient venir, c'est Namori qui a dit non, ne venez pas parce qu'ils ont le président déjà. Et en ce moment même, c'était faux. Ils n'avaient pas arrêté le président. Mamadi même était paniqué. Donc quand ce vieux connard, ces pantins-là qui courent derrière tous les hommes de pouvoir qui passent en Guinée, le gars de Hamana ou quoi là, quand il dit que les gens ne sont pas sortis, c'est ceci, c'est cela, c'est que les gens étaient surpris. Et puis, quels sont les discours qu'on disait? On disait que c'est Alpha qui a donné le pouvoir à Mamadi. Il a fallu que le professeur Alpha Condé démentit ça publiquement avec ses militants. Comment voulez-vous que les gens se revoient? Et d'ailleurs, on dira, je dirais quelque part que le fait que les militants du RPG ne sont pas sortis, n'ont pas riposté, ça a été un bien dans le mal, réellement. Parce que si Mamadi, dans son projet, c'était de créer le chaos, et en s'auto-proclamant qu'il est venu, c'est-à-dire pousser les communautés malinquées et peuvent s'affronter. Parce que lorsqu'il a pris Alpha Condé, pourquoi il ne l'a pas fait défiler à Kaloum? Pourquoi il ne l'a pas envoyé à Matoto? Mais il l'a envoyé où? Sur Bambeto. Parce que après, il avait envoyé Alpha Condé à la radio Koloma. Il dit au professeur Alpha Condé de lire sa lettre de démission. Alpha a dit, je suis prêt à mourir, tuez-moi, mais je ne vais jamais démissionner. Il dit, parce que c'est le peuple qui m'a mis ici. C'est ça un homme digne. Les fusils braqués sur sa tête. Il dit, je préfère mourir que de trahir mon peuple. C'est ainsi que Mamadi, cet enfant bâtard, cet enfant, disons le maudit de Manding, l'a pris pour l'humilier et le pousser au suicide. Il l'a fait passer sur Bambeto. Il l'a fait descendre. Mamadi était dans le cortège. Jusqu'à ma mort, je ne pardonnerai pas Mamadi. Même si Alpha le dit qu'il le pardonne, moi, juste, même le cadavre de Mamadi, je vais cracher dessus. Faut pas être... c'est-à-dire, Mamadi, par ma propre main, je le prends, je le tue, je l'enterre vivant. C'est-à-dire, toute goutte de sang qui proviendra de Mamadi, je le combattrai jusqu'à sa mort. Ce démon ne mérite pas. C'est-à-dire, Mamadi, je me dis que Mamadi est né dans la douleur de l'enfantement, qu'il a créé une sorte de haine. C'est-à-dire, je ne vois pas le diable plus que Mamadi. Mes chers amis, on dit les deux guerriers les plus puissants dans un combat, c'est la patience et le temps. Avec le temps, tout finit par savoir. Les mensonges les plus cachés seront découverts. Les raisons les plus évidentes seront connues. Et les gens les plus faux seront indexés. Nous vivons de cette époque aujourd'hui. Quand j'entends ce vieux banabana, ce escroc qu'on appelle
Djeliba Diaby. Mais allez-y sur la page de Mam Konaté. Il vous explique comment ce dernier a roulé Ibro. C'est un gars à Kobaya là-bas, la zone inondable qui a été interdite au temps d'Alpha Condé. Il disait qu'il avait 4 parcelles là-bas. Tout son conflit entre lui et Alpha Condé, c'est ça. Voilà ce vieux-là avec son gros ventre qui passe partout. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais Dieu ne peut pas écouter ces personnages pareils. Un homme de Dieu qui ment. Un homme de Dieu qui ne peut pas dire la vérité. Et tu te rends à la Mecque. Et tu viens expliquer les gens les péchés. Mais tu n'es pas un homme de Dieu. Ces gens-là, c'est les mécréants. C'est les mécréants. Tu pries Dieu et tu maintiens un tyran qui tue, qui met les gens en prison, qui kidnapping, qui assassine les gens. Il ne remet même pas le corps à leurs parents. Et toi, tu dis que lui, c'est un don de Dieu. Je pose la question. Mais comment peut-il blâmer le vent qui casse tout dans ta maison alors que c'est toi qui as ouvert la fenêtre? Tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, comme crime, comme bêtise et tout ça, le seul responsable, c'est Mamadi. Mais il y a 3 ans, est-ce qu'il y avait une telle criminalité en Guinée? Il y a 3 ans, est-ce qu'on a fermé les radios privées? Il y a 3 ans, est-ce que Fonike Mengue a été kidnappé? Est-ce que Mourouane a été kidnappé? Est-ce que El Sisi a été kidnappé? Est-ce que les Senloudanais étaient en exil? Les Syriens? Soyons sérieux. Mais avec le temps, la vérité, nous le saurons. Avec le temps, nous savons maintenant qui est qui. Vous savez, n'importe qui peut t'aimer lorsque le soleil brille, lorsque tout va bien. C'est dans la tempête qu'on apprend qui tient réellement et vraiment à vous. Vous savez, le premier pas pour avoir ce que vous voulez, c'est d'avoir le courage de quitter ce que vous n'aimez pas. On ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Surtout, évitez de justifier l'indignation par l'indignation. Parce que vous entendez certains dire, oui, tel a fait ça, moi aussi je vais faire. Pourquoi pas moi? On va profiter. En politique, c'est l'intérêt personnel. Mais je crois que ceux-ci n'ont rien compris en politique. La politique est tout sauf l'intérêt personnel. C'est les égoïstes qui raisonnent comme ça. Je voyais même un écrit sur la page de ce pseudo-intellectuel, la femme Fatou Camara, la fermière, là, en disant que Machiavel disait que tout n'est pas politique. Mais elle a oublié de dire que Machiavel a dit aussi dans son pamphlet qu'il ne faut pas cracher dans la main dans laquelle tu as, disons, tu as mangé. Vous savez, en Guinée, le mal, c'est quoi? C'est que on est dans un pays où tous les gardiens, c'est-à-dire les protecteurs de nos valeurs sacrées, ont démissionné. Nous sommes dans un pays où l'honnêteté est perçue par la population comme une faiblesse ou comme une malédiction. Nous sommes dans un pays où l'hypocrisie est beaucoup plus honorée que l'honnêteté. Parce que la dignité d'un homme, c'est avoir une parole d'honneur.
un homme qui respecte pas sa parole d'honneur et qui chante, qui se glorifie. On a tous entendu Makanera le dire. Il disait même dans sa folie que Dieu n'aime pas les gens qui respectent leur parole d'honneur. Mais la société leur accepte. Parce que Makanera, le phénomène Makanera n'est pas né aujourd'hui. Mais au temps de Dadis, Makanera jouait le même rôle. Peut-être il n'était pas si médiatisé comme ça. Mais il a joué le même rôle. Mais on a vu après Dadis, les politiciens l'ont récupéré. Mais aujourd'hui, c'est nous, c'est-à-dire la force sociale. C'est nous qui devrons marginaliser ces genres de personnes. Parce que tant qu'on ne leur met pas en dehors de la gouvernance du pays, le pays ne peut pas aller. Ils sont nombreux. Tous ceux qui s'affichent aujourd'hui, qui font tout pour tourber l'élan d'émancipation et d'évolution de notre société, nous devrons leur mettre hors de l'état de nuire quand les choses rentrent dans l'ordre. Parce que ce que les Guinéens doivent comprendre, les Guinéens doivent comprendre que la Guinée, aujourd'hui, c'est un enjeu géopolitique mondial. Tout récemment, je lisais hier dans le journal Wall Street Journal, c'est un journal très connu, fondé en 1889. C'est l'un des quotidiens économiques et financiers américains qui est l'un des journaux considérés comme un média les plus fiables dans le domaine économique. Wall Street Journal. Wall Street Journal nous disait que les États-Unis ont besoin d'une industrie puissante de l'acier et de l'aluminium pour leur défense nationale et leur sécurité économique. Que les tarifs ont été imposés par Donald Trump aux pays qui exportent ces métaux-là aux États-Unis. Pourquoi? Que c'est pour permettre de renforcer l'industrie stratégique militaire à court terme des États-Unis, et mais aussi freiner le développement, c'est-à-dire le développement de la Chine comme première puissance dans le cadre militaire. Parce que qui parle de l'armement parle de l'acier et de l'aluminium. Donc, les Américains, Donald Trump, ça fait partir de ces décrets récents. Et nous savons que la Guinée, à l'heure là, a les 2/3 du réserve mondiale de l'aluminium. 2/3 des réserves mondiales du bauxite qui donnent le minerai, qui donne l'aluminium là, se trouvent en Guinée. Au-delà, la Guinée a plus de 10 milliards de tonnes de minerai de fer le plus riche au monde actuellement. Jamais exploité. Simandou dont nous parlons. Donc, à travers ces deux... Si vous voyez que Mamadi a en fait Simandou comme son truc, parce que c'est l'enjeu politique mondial. Mamadi, il se sert de ça pour vendre la Guinée. Pour lui, en chantant ça, il va se mettre, disons, un menton de sécurité. Parce que quand les gens veulent ce que tu as, soit ils viennent, ils te caressent là, jusqu'à ce qu'ils te retirent tous ceux qui vont, après ils te jettent. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle, mais bon, je vais le rappeler après. Donc, Mamadi, qu'est-ce que Mamadi fait à l'heure là? Donc, c'est le chantage médiatique sur Simandou. Oh là là. Mais je suis en ligne. Je vais l'appeler après. Hello, s'il vous plaît. Alors, je suis en ligne. Est-ce que je peux te rappeler après? Allô? Excusez-moi. Hein? Excusez-moi.
allons continuer. Donc, comme je disais, je crois qu'il s'est bloqué ou quoi là. Ok, on peut continuer. Donc, comme je disais, Mamadi utilise, c'est-à-dire, il prend la Guinée comme sa marchandise, comme si tu braquais une banque, tu prends les trucs là-bas, tu as trouvé l'or et tout ça, tu prends ceci, tu cherches un receleur, quoi. Tu dis, ah, moi j'ai braqué là, donc j'ai ce produit, si tu en veux, on peut négocier. C'est comme ça la Guinée aujourd'hui. Donc ce que je vous dis là, la Guinée est considérée à l'heure là comme un enjeu géopolitique. Toutes les grandes puissances du monde sont présentes en Guinée. Au temps d'Alpha Condé, il n'y avait pas une puissance qui n'avait pas une société en Guinée. Mais à l'heure là, ce qui se passe dans les coulisses, si vous savez, la France est venue mettre pied sur tout. Les Chinois, ils sont là parce qu'ils se disent de toutes les façons, on a signé un contrat avec un gouvernement légitime. Parce que Simandou, lorsqu'on a fait l'appel d'offres de Simandou, c'est les sociétés chinoises qui ont eu l'appel d'offres. Rio Tinto est en Guinée plus de 40 ans, et voire même plus. Rio Tinto n'a jamais voulu exploiter Simandou. Parce qu'il a des minéraux de fer, mais qui sont pourris, qui n'ont pas une forte teneur en fer, qui se trouvent à Bilbao, en Australie, là-bas, et au Brésil, qui vendent sur le marché mondial. Mais les plus grands acheteurs, c'est qui? C'est les Chinois. Et Rio Tinto gagne plus de 8 milliards de dollars par an. Il se dit, si on met le minerai de fer de Simandou sur le marché mondial, eux, ils vont perdre leur marché. Parce que personne ne va acheter leur minerai pourri. Donc, il fallait mettre son pied sur Rio Tinto. Il fallait mettre son pied sur Simandou. C'est ça qui a retardé l'exploitation de Simandou. Combien de fois ils ont signé les accords de convention avec accord cadre et tout ça, là, avec Alpha Condé? C'est lorsqu'ils ont vu avec Alpha Condé que les Chinois sont prêts à financer eux seuls tout le projet Simandou. Et ils ont profité, ils ont poussé Mamadi en faisant ce coup d'État. C'est pourquoi leur fichier qu'on appelle cogestion là, des infrastructures, jusqu'à présent, cette convention révisée n'est pas publique. La Banque mondiale a demandé les relevés de cette convention révisée d'Alpha Condé de rendre public. Ils disent non. Le ministre des Mines, qu'est-ce qu'il nous a dit? Le pauvre bon frère Bounasila, il dit non parce qu'ils n'ont pas finalisé les annexes. Comment peut-on signer un contrat dont les annexes ne sont pas complets? On ne peut pas signer un contrat incomplet. On signe un contrat lorsque tous les papiers sont là. Mais vous signez un contrat, vous dites non, les annexes ne sont pas encore prêts, c'est pourquoi on n'a pas publié. Ben, son premier ministre est venu dire la vérité. Il dit, hey, l'affaire Simandou là, on ne va pas rendre public parce qu'on ne veut pas que les Guinéens sachent ce qui est dedans. Il dit, par après, il dit que ce n'est pas tout le monde qui veut que Simandou soit réalisé. Mais il a oublié qu'en 2010, Simandou n'appartenait pas à la Guinée. Avant l'arrivée d'Alpha Condé, Simandou n'appartenait pas à la Guinée. Parce que le bloc 1 et le bloc 2, c'est la plus grande partie de Simandou. Ça a été arnaqué par un escroc international, un franco-israélien, qu'on appelle Benny Steiner, quelque chose comme ça, qui avait acheté ça. Il disait qu'il a investi en Guinée 160 millions de dollars. Et il a revendu la moitié à 2 milliards 500 millions de dollars. Alpha a dit, niet, comment toi tu peux dire que tu as acheté quelque chose à 160 millions et tu revends ça à 2 milliards 500 millions? Mais il faut être fou. Les Ouattara, Alassane Ouattara a négocié
pour qu'il donne 500 millions cash à Alpha Condé comme pour lui personnel, pour que Alpha laisse tomber ça. Alpha dit non, je ne veux pas, il faut que ça retourne dans le portefeuille de l'État. Donc si on parle du Simandou aujourd'hui, c'est grâce à Alpha Condé. Et ceux qui ont revendu Simandou à cette époque, et ceux qui l'ont acheté, sont eux qui sont avec Mamadi aujourd'hui. Il faut que les gens ouvrent. Quelqu'un qui dit, je vais te faire du bien. Tu lui dis, bon, quel bien tu veux me faire? Non, je ne te dirai pas le bien que je vais te faire. Attends seulement dans 15 ans, c'est-à-dire 2040, tu verras le bien que je veux. Mais il ne faut pas prendre les gens pour les bêtes. Ce qui me choque dans tout ça, c'est que tu vois les intellectuels même, par cupidité et par indignité, soutenir ce projet de Mamadi. Et que la Guinée, en 2024, il y a eu 70% de perte d'emploi dans les secteurs privés en Guinée. Les données statistiques sont là. Allez dans le Google. Actuellement, plus de 90% des jeunes diplômés chôment. Tout leur emploi, c'est les emplois fictifs, c'est-à-dire les mouvements de soutien. C'est ça leur emploi, ils vivent de ça. Plus de 20 000 fonctionnaires de l'État sont mis à la retraite anticipée sans aucune mesure d'accompagnement. 14 000 enseignants contractuels attendent depuis 2 ans leurs arriérés de salaire. Allez-y dans les ministères, au ministère des Mines. Des contractuels n'ont pas de salaire depuis 3 mois. Les retraités, jusqu'au 18 février aujourd'hui, n'ont pas reçu leur pension. Que dire de l'économie du pays? Les centaines de milliers, je dirais, de dollars qu'on détourne dans tous les ministères à l'impôt, c'est 1400 milliards de francs guinéens qui ont été détournés. À la douane, c'est 1000 milliards de francs guinéens qui ont disparu. OGP, c'est 78 milliards de moins de francs guinéens. Au patrimoine bâti, c'est 467 milliards de francs guinéens. L'ARTP, c'est 280 milliards. Mais il n'y a pas un domaine où tu ne trouves pas catastrophique. Je demande, c'est-à-dire, je me dis que le mal est que, vous savez, quand je m'assois tantôt, je réfléchis, ça me rappelle de fois, j'ai dit, mais je cherche à comprendre un peu. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que vous prenez la masse populaire avec notre société, le pays, la Guinée, 70% de la population est analphabète. Les 30 autres pourcents, vous prendrez peut-être 20% de pseudo-intellect. Parce que avoir le diplôme, c'est bon, mais être diplômé et être intellectuel font deux. Tu peux avoir les diplômes, mais ne pas avoir la capacité d'analyse et de recul face aux faits sociaux. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à comprendre l'évolution des phénomènes qui se passent autour de toi. Ou tu as peur, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire la peur de l'élite guinéenne à analyser de façon impartiale les événements sociaux dans le pays. Donc, cette grande masse populaire, analphabète, n'a jamais eu soif de la vérité. Elle se tourne sur l'évidence. On le montre, on dit Simandou 2040, on dit Rail là, on ne cherche même pas. Parce qu'un projet, la maturation d'un projet, le cycle du projet, c'est-à-dire de la rédaction du projet,
jusqu'à l'exécution, la moyenne c'est 3 ans. Tous les projets que nous voyons réalisés aujourd'hui, c'est les projets qui ont été conçus 2 ans ou 3 ans avant le coup d'État. Donc tous ces projets, certains même, le financement était bloqué, c'est-à-dire c'était clos, le financement était cloué. Tous les projets qui sont en exécution. Parce que le projet, quand tu fais un projet aujourd'hui, tu peux attendre 3 ans avant que le financement ne vienne, avant que tu ne commences l'exécution. Surtout que tu n'as pas de fonds internes. Parce que la mobilisation du fonds interne, ce qu'on envoie, les taxes ou des redevances, si ça, tu avais l'argent avec toi, tu le dépenses sans attendre. Mais tout l'argent qui rentre à l'heure là, mais regardez les villas, les immeubles qu'on est en train de construire à Conakry ou à l'intérieur de... C'est Mamadi et ses amis. Comment voulez-vous que ceux-ci puissent avoir de l'argent pour initier un projet? Où est-ce que Mamadi est parti pour aller chercher? Et Mamadi, c'est le poussiste en Afrique qui a eu plus de chance. Parce que l'économie guinéenne était une des économies les plus fortes. La Banque mondiale l'a dit. Quiconque peut vérifier dans Google. La Guinée était l'économie la plus forte, la plus résiliente. C'est ça que la Banque mondiale a dit. Mais comme je disais, que le peuple, il n'a pas soif à la vérité parce qu'il est soumis à une manipulation permanente. Et surtout, quand un peuple, on affame un peuple, on l'appauvrit pour le rendre demandeur, pour ne pas qu'il réfléchisse sur sa situation à long terme, mais de chercher à gérer le quotidien. Mamadi est venu affamer les Guinéens pour leur dominer. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On distribue des sacs de riz. Je voyais les sinistrés depuis 2 ans. Ce qu'on n'a pas donné à des sinistrés, c'est maintenant qu'on vient leur donner quelques sacs ou quelques nourritures. Il y a aussi ce petit groupe de pseudo-intellectuels, certains qui ont perdu, disons en Occident, ils n'ont rien foutu, ni études, ni rien, les Ahmed de Paris, les Hou du Premier, plein d'autres, qui sont venus pour rattraper leur perte. C'est-à-dire, ils viennent, ils créent les sociétés fantômes. Et derrière ces sociétés, ils créent les mouvements de soutien. Mamadi devient un label, un fonds de commerce pour eux. Donc la Guinée est comme ça aujourd'hui. Et ce sont eux qui montent, qui descendent. Mais quand vous voyez dans un tel pays, on se dit souvent que celui qui peut leur fournir l'illusion est facilement leur maître. Donc quand on dit, on répète aux jeunes Guinéens que dans 15 ans, en 2040, vous serez riches, vous aurez tous l'emploi, il n'y aura pas de jeunes de 25 ans qui chôment, en leur donnant les billets de banque à l'heure là, on fait croire à des jeunes à ce rêve utopique. Mais on le fait derrière la tête, on se dit, en le mettant dans le faux, en entretenant l'illusion, une force d'illusion chez lui, on évite qu'il ne réfléchisse. On lui donne quelques crédits pour les réseaux sociaux, on lui dit, bon, il faut faire ça, comme ça tu seras... Et on transforme ce faux décret que Mamadi leur donne, il dit, ton avenir se trouve avec moi. C'est moi qui va décider ce que tu seras demain. Mais pour cela, il faut être obéissant. C'est ça, cette manipulation de masse que nous vivons à l'heure là. C'est-à-dire, on tente de détruire l'illusion toujours, c'est-à-dire, les jeunes deviennent les victimes innocentes. On utilise la jeunesse, l'avenir de la jeunesse, pour leurs besoins de pérennisation. Ceux qui vous disent là que Simandou 2040, vous serez... Ils n'ont ni enfants, ni femmes en Guinée. Ils ont tous leurs enfants ici en Occident qui vont dans les bonnes écoles. Mais vous, au village là-bas, il n'y a pas d'école.
Ils ont mis plus de 14 000 enseignants en retraite. Il y a aujourd'hui, allez-y à Beila, dans toute la préfecture, il n'y a que 2 professeurs de physique. Imaginez-vous. Il y a des écoles aujourd'hui, il n'y a pas de professeur de biologie, il n'y a pas de professeur de chimie. Mais ce n'est pas leur problème. Vous savez, il est plus facile de tromper des gens que de leur convaincre qu'ils ont été trompés. Nous sommes dans cette logique. Aujourd'hui, ceux qui vous trompent sont eux qui ont la parole, sont eux qui utilisent l'argent du pays pour vous tromper, pour vous manipuler. Nous qui vous disons la vérité, nous vous demandons tout simplement de vous asseoir et réfléchir, de regarder la vérité. Parce que demain, ça serait trop tard. C'est maintenant que vous devrez vous dire, je ne peux pas continuellement me laisser tromper par ce dernier, en disant que mon avenir, dans 15 ans, sera comme ça, sera. Mais il ne me dit même pas aujourd'hui, mes frères qui sont en chômage, qu'est-ce qu'il fait pour ceci? C'est de leur faire porter les t-shirts. Il reste, c'est lui qui est là, c'est ceci. Mais pourtant, ils font sortir des milliards. Vous allez au bord des mers à Conakry, ils construisent des immeubles. Allez-y dans les pays voisins. Vous savez, je comprends le silence de certains. Je sais que le silence d'un peuple ne veut pas dire forcément qu'il est d'accord. Il peut aussi signifier « je suis fatigué ». Je suis fatigué de subir. Je suis fatigué de supporter l'injustice. Je suis fatigué. Et c'est lorsque la conscience sociale pénètre dans le subconscient de ce peuple qui se révolte, qui reste debout. Il va arracher sa liberté, sa souveraineté. Aucun obstacle ne pourra résister contre ce peuple. Il n'y a pas plus fort qu'un peuple conscient. Continuons à sensibiliser nos frères. Vous savez, la raison et la logique ne peuvent rien contre l'endettement, des sottises, l'arrogance. Mamadi et son CNRD, c'est les bourreaux. C'est les gens qu'on doit éliminer sur la planète Terre. Il est complètement suicidaire pour nous de croire qu'une société qui vous empoisonne est capable de vous guérir. Quelqu'un qui pille le pays, quelqu'un qui, c'est-à-dire qui détruit tout ce qui est les fondamentaux de la liberté, qui détruit tout ça, vous parlez du développement. Il faut être, disons, bête de croire que c'est Mamadi qui va piloter le développement de la Guinée, que Mamadi est capable de nous faire sortir dans ce que lui-même il est responsable, il nous a plongé. Aujourd'hui, j'écoutais son ministre de l'énergie, Aboubakar Kamara. Excusez-moi. Aboubakar Kamara. J'étais ami avec lui sur Facebook. Vous savez, son seul mérite, c'est quoi? C'est qu'il a épousé la jeune sœur de Mamadi qui traînait, je crois, à Marseille ou Ouloua. Il a marié celle-là et puis on l'a nommé ministre. Il était d'abord le DG de SEG, je crois. Mais DG de SEG, il a une société privée de distribution d'eau et de trucs. C'est comme à l'ARTP, le jeune Mamadi Doumbouya qui est patron de l'ARTP, il a une société de distribution, je crois, d'Internet, Starlet ou Scarlet. C'est-à-dire, eux, ils utilisent la Guinée et l'État guinéen comme leur entreprise privée, chacun dans son domaine.
Le ministre de la Santé a une clinique privée à Conakry. Tous les ministères, hein, vous voyez comme ça, Ousmane Gawal a une compagnie de transport. Il dit qu'il veut implanter une autre compagnie de transport maritime, là, ils sont en négociation. C'est-à-dire, ceci nous prend pour les bêtes. Est-ce que vous pouvez croire que c'est ces gens-là qui vont nous faire sortir de cette trouillon? Vous savez, rien n'est plus fort qu'une personne détruite et qui s'est reconstruite. Je vous dis quelque chose. Peut-être je peux me tromper. Mais nul n'est esclave de celui qui croit être libre sans l'être. Parce qu'on se dit souvent qu'on est dans un pays démocratique. Mais je vous dis que tout Guinéen à l'heure là est en prison à ciel ouvert. Savez-vous que toutes vos communications, surtout à l'interne en Guinée là-bas, sont écoutées par Bala Samoura? Bala Samoura a installé une équipe qui est dédiée pour ça. Il y a plus de 400 gendarmes qui travaillent nuit et jour pour écouter vos conversations. Aujourd'hui, un militaire ou un fonctionnaire au téléphone a peur. Même dans les mariages ou les baptêmes. Les militaires maintenant, ils n'osent pas aller au baptême de leurs camarades. Parce qu'on leur voit trois seulement, ils sont assis en train de discuter. On dit qu'ils sont en train de fomenter un coup contre Mamadi. Parce que Mamadi se préoccupe beaucoup plus de sa sécurité personnelle que de la sécurité du pays. Il a recruté plus de 4000 forces spéciales, éléments de force spéciale. Avant le coup d'État, ils étaient 400. 400 éléments. Lui, il est venu, il a triplé ça à 1000%. 4000 éléments. Seulement pour sa sécurité. Ceux qui habitent vers Nongo, chez Idi Amin. Idi Amin a bloqué la route. C'est-à-dire la route publique, la ruelle publique qui passe devant chez lui là. Dans son quartier, non. Il a bloqué là-bas. Aucun véhicule ne passe là-bas parce qu'il dit que lui, il habite là-bas, qu'il est ministre tout fait. Donc, personne ne doit utiliser cette rue publique-là. Les piétons peuvent passer le matin, mais le soir, c'est interdit. Parce que lui, il habite là. J'ai dit, mais à quoi sert alors leur cité ministérielle? Quand je vous dis que ces gens-là se comportent en Guinée comme... C'est-à-dire comme la Guinée leur appartient, comme ils ont... Dans leur tête, c'est ça. Donc, chers compatriotes, s'il faut prendre les armes, prenons les armes pour libérer notre pays. Nous avons affaire avec un groupe de délinquants, de bandits armés. Et seule la force, c'est le langage de la force qu'ils connaissent. Ils ne connaissent pas d'autre chose. Hein. On ne peut rien si ce n'est pas le langage de la force. Parce qu'en Guinée, vous voyez, même un rat peut parler au nom du peuple. Ceux qui disent nous parlons au nom du peuple. Comment on évalue que tu parles au nom du peuple? Ce n'est pas la masse manipulée, tu donnes l'argent aux gens, tu dis c'est le peuple. Ce n'est pas le peuple. Le peuple, généralement, elle est silencieuse. C'est cette majorité silencieuse qui subit les brimades, qui a faim aujourd'hui, qui vit dans l'insécurité. C'est ça le peuple de Guinée. Je ne parle pas de cette partie manipulable, les gens qu'on exhibe en disant le peuple, ou quelques éléments qu'il reçoit dans un salon, comme je voisais Ahmed de Paris là, parler qu'il est pas. Le vrai peuple regarde, subit à l'heure là. Mais on est dans un pays où chacun se dit représentant du peuple, où il parle au nom du peuple. Mais vous allez voir dans les jours ou les mois à venir, quand le vrai peuple va se lever, vous saurez que l'argent là, parce que tout ce que vous êtes en train de distribuer là, vous allez payer tout après. Vous savez, un homme meurt lorsqu'il refuse de défendre ce qui est juste. Un homme meurt lorsqu'il refuse de se battre. Un homme meurt
lorsqu'il refuse de prendre position, lorsqu'il sait que sa société est primée, et il dit je suis neutre, Anaouta dit c'est une mort, tu ne vis pas, tu survis. Parce que un vrai homme prend position lorsqu'il est face à une situation de détresse. Parce que quand tu es un homme extrêmement passionné par ton métier, que tu sois enseignant, que tu sois journaliste, que tu sois médecin, tu dois pouvoir l'exprimer, tu dois pouvoir communiquer, parce qu'on apprend pourquoi. Si ce n'est pas pour transmettre son savoir, pour éduquer les gens, on n'apprend pas pour que ce savoir-là soit gardé chez nous, sinon ça ne sert à rien. Mais vous savez, un homme affamé qui ne sait pas trop ce dont il a faim est catastrophique. Je me dis souvent que manger est bon, c'est normal, c'est même indispensable. Mais dans la vie, penser est beaucoup plus important que de manger. Certes, si on ne mange pas, on ne peut pas penser, on meurt. Mais quand tu manges sans penser, tu deviens un objet, un outil pour les gens. Parce qu'on te fera faire ce que tu ne veux pas ou ce que tu ne dois pas faire. C'est le cas de mon maître Touré aujourd'hui. On utilise sa fragilité pour contredire l'héritage de son père, pour démentir ce vrai panafricain. Sékou a lutté durant toute sa vie en disant merde à De Gaulle. Nos aînés nous expliquent que lorsque Sékou Touré a dit devant De Gaulle que nous préférons la pauvreté, vivre dans la pauvreté, étant libre, que de vivre dans l'opulence, dans l'esclavage. Que lorsque Sékou Touré a dit ça à De Gaulle en quittant, il devrait aller à un banquet, manger. De Gaulle a dit qu'il ne va pas manger en Guinée, qu'il n'en a pas besoin. Il a laissé sa casquette sur la table, il est parti. C'est le feu Émile Tompapap qui a pris sa casquette pour le remettre. De Gaulle était si fâché. Et si je vois aujourd'hui que Mohamed Touré veut remettre tout ça là en cause, parce que le petit pion du petit-fils de De Gaulle, Macron, a dit à Mamadi Doumbouya, un légionnaire français, de venir redire ça, parce que dans l'autobiographie de Gaulle, il a dit qu'il fera regretter toutes les générations en Guinée et qu'il ordonne tous les chefs d'État français qui viendront d'humilier ce peuple. La France n'a pas digéré le nord de Sékou. On passe maintenant par son fils malade pour régner. Et qui le fait? C'est le pion, le légionnaire français Mamadi Doumbouya. En ce moment, nous vivons dans un monde entre deux visions, je dirais comme ça. Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle l'expression de soi. Ce qui est convenablement accepté par l'éthique, par notre éducation, notre dignité, mais surtout notre personnalité. Mais si cette expression de soi est soumise à une autodescription, même si c'est téléguidé de l'extérieur, je crois qu'il ne faut pas l'accepter.
accepter la force dans la souffrance, accepter l'inacceptable pour détruire l'idiot, le symbole. Parce que Sékou Touré, ce n'est plus l'Ahmed Sékou Touré de la famille Touré de Farana. Aujourd'hui, si tous les panafricains aujourd'hui se reconnaissent ce Sékou Touré, parce que certains n'ont jamais connu Sékou Touré dans leur vie. Mais c'est ses idées. Et dire demain que son fils Mohamed Touré a soutenu celui qui est venu avec le colon français pour détruire l'œuvre de Sékou Touré en Guinée, les gens ne vont pas comprendre. Mais vous savez, quand nous acceptons l'inacceptable par la force de manipulation, de ruse ou de n'importe quoi, on se tire une balle dans sa tête. Parce que c'est comme si tu applaudissais ta propre mort. Tu encourageais ta propre mort. Parce que on dit un homme est fort, mais il y a un point faible chez chaque homme. Il y a des moments de faiblesse. Mais si on n'arrive pas à prendre de ces faiblesses et être digne, il arrivera que ta faiblesse que tu as minimisée devienne un jour ta force. À force de résister, même en étant dans un état de faiblesse, de fragilité, mais en maintenant ta dignité, en disant quoi que soit, parce que ton père, si Sékou Touré s'alignait derrière les capitalistes, il n'y aura pas des cinquantaines ou des centaines de complots permanents. S'il avait accepté la proposition de De Gaulle, mais c'était fini, la Guinée allait être comme la Côte d'Ivoire et tout ça. Mais il a dit que nous préférons être pauvres, vivre dans la misère, mais en étant libres. Parce qu'il dit que la liberté n'a pas de prix. C'est comme la dignité. C'est dommage. Je n'arrive pas à comprendre. Mais vous savez, une personne qui bâtit sa vie en détruisant celle des autres, finira toujours à se faire rattraper. Parce que les œuvres avec le temps, Mamadi utilise la faiblesse. Mais regardez la méthode Mamadi, même les sextapes là, le Guinéen ne connaissait pas. Si on pouvait balancer sur les réseaux sociaux les débats intimes d'un leader politique. Quand je vous dis que Mamadi a filmé certains leaders de l'opposition à l'heure là, qui étaient dans le gouvernement d'Alpha Condé, Mamadi leur a filmé nus. Ils gardent leur truc là pour les chanter après. C'est-à-dire, quand je vous dis, Mamadi c'est un diable, c'est quelqu'un, même son cadavre, c'est-à-dire sa mort, ça ne serait pas suffisant, quoi. Mes chers amis, certains vous feront passer par quelqu'un qui est mauvais. Parce que c'est leur seul moyen de se libérer du mal que eux-mêmes y vivent. Parce que le problème en Guinée, l'élite politique, les intellectuels et les mondes des affaires, ils transforment les bâtisseurs à des vauriens, c'est-à-dire les héros en zéro et les zéros en héros. Aujourd'hui, on parle de l'électricité en Guinée parce que Mamadi est venu, sa première décision c'était quoi? Le bâton coûtait cher, on nous renvoie
Garafili, tout ça était mal fait. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui nous disent que Garafili, on arrive, c'est-à-dire soit petit et qu'à l'État, qu'on arrive à vendre le courant au Sénégal, à l'extérieur. Mais qui a construit ces barrages-là? Est-ce que Mamadi a construit un barrage? Et l'année passée, ce n'est pas les mêmes qui ont dit que ces barrages-là a été l'arnaque, que ça a été mal conçu. Ce n'est pas les mêmes qui ont dit que les bâtons-là coûtaient cher. Et vous savez combien ils payent sur ce bâton-là? Le bâton électrique qui est au port maintenant, là. Ils ne vous diront jamais la vérité. Si au temps d'Alpha Condé, ces bâtons-là coûtaient par trimestre quelque chose de 3 à 4 millions, aujourd'hui, on a 8 millions par trimestre. Le même bâton. Hein? Donc, chers compatriotes, si nous voulons que Mamadi part demain, il ira. Mais tant que nous restons enfermés dans la peur, parce que la peur, c'est la plus grande prison actuellement en Guinée. Tant qu'on a peur, Mamadi fera ça. Parce que le plan de Mamadi, c'est quoi? C'est de surprendre tous les Guinéens. Il dit, demain, c'est l'élection. C'est-à-dire, dans la tête de Mamadi, l'élection n'est qu'une formalité. Et nous, on ne veut ni l'élection, ni le référendum. Ce que nous demandons, que Mamadi dégage. Parce que Mamadi, il veut utiliser le terme élection et tout. C'est ça que son patron français l'a dit. Fais-toi passer légitimement. Nous allons passer dans le monde entier de dire, de te supporter, que tu es légitime. C'est le peuple de Guinée qui te le dit. C'est pourquoi ils font tous ces mamayas là et tout ça là. C'est pour ça. C'est les images qui vendent sur les Occidentaux. Vous voyez, beaucoup de gens sont sous Mamadi, mais ils ne diront pas qu'ils ont acheté les t-shirts, qu'ils ont donné 50 000, 100 000 à des gens de venir manifester. Mais si vous êtes sûr de vous, pourquoi vous interdisez que les autres manifestent? Parce que eux, ils manifestent, il n'y a pas de problème. Hein. Les mouvements de soutien pour Mamadi, vous n'entendrez pas qu'un mort, on n'a rien cassé. Mais quand l'opposition, les forces vives, appellent les gens à manifester, ils disent qu'ils ne peuvent pas manifester sur les lieux publics, que c'est interdit. Mais vous appelez ça un pays, vous appelez que le pays, c'est-à-dire ce qui trompe les gens, c'est faire semblant que tout va bien en Guinée, que tout est calme. Mais je vous dis, on dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce qui est en train de se faire, je ne vous dirai pas plus que ça, mais, très chers compatriotes, continuez à parler à nos parents. Sensibilisons nos frères, sensibilisons nos parents, disons-leur la vérité. Ce n'est pas de mentir, mais dire surtout à nos plus jeunes que l'illusion qu'on leur fait croire, Simandou 2040, qu'il n'y a rien dedans, tout est faux dedans. Posez-leur la question, Simandou 2040, ça veut dire quoi? Ils ne savent pas. Même ceux qui en chantent, j'ai écouté le guignol d'Iba Diakité là. Oh, mais c'est-à-dire, même si tu écoutais le gars, tu dis, mais non, c'est fini quoi, on est foutu. Qui parle, on va prendre fonds de garantie, on va aller prêter l'argent dans les banques. C'est-à-dire, les ressources minières, surtout Simandou 2040, devient, disons, une garantie de condamnation des futures générations guinéennes. Parce que ces gens-là, les dettes qu'ils sont en train de prendre là, ils disent ça serait remboursé en 2030. Donc, ils mettent tout ça sur les générations. Parce que c'est ça, hein, quand tu endettes le pays, tu endettes les générations. Donc, tu appauvris des générations à venir. Parce que les dettes, il faut payer. Il y a des dettes qu'on paye aujourd'hui, là. C'est les dettes qui ont été contractées depuis au début des indépendances. Parce que les intérêts sont tels que le capital même, on ne touche pas. C'est les intérêts qu'on paye. Alors, surtout, Mamadi prend les dettes avec les intérêts de 15%, de 20%.
c'est-à-dire les dettes qui ont des très taux qu'on appelle les dettes providentielles, il n'a pas accès à ça. Parce que ça, tu as accès avec les institutions internationales, les institutions financières. Ils ont un taux encore plus bas. Mamadi prend les dettes avec les bons de trésor. Il prend les dettes avec les individus, avec les taux d'intérêt de 15%, de 20%. Donc imaginez-vous, en 3 ans, Mamadi est venu, la dette publique de la Guinée ne dépassait pas 1,5 milliard de dollars. Mamadi est venu, il a ajouté 2 milliards de dollars en 3 ans. 2 milliards de dollars, imaginez-vous. La dette publique aujourd'hui, c'est plus de 3,5 milliards de dollars. Mais imaginez, les 2 milliards, qu'est-ce qui a été fait en Guinée réellement? Tout ce que Alpha s'est battu pour le PPTE et tout ça, là, redire la dette publique de la Guinée, Mamadi est venu, il nous a replongé dedans. Mais il faut avoir le courage de le dire. C'est pourquoi je disais aujourd'hui à un de nos doyens sur la page Facebook qui nous parlait qu'il faut la paix au pays, il ne faut pas que nous soyons des exilés ou les trucs. Je l'ai dit, mais j'ai bien peur que nous soyons les exilés dans notre propre pays. Parce que notre pays est pris en otage par un groupe de bandits. Il a trouvé ça agressif. Bon, je crois qu'il se reconnaîtra. Je l'ai dit, non. Mais pourtant, ce que j'ai dit, c'est réel. Quand tu es dans un pays où tu n'es plus en sécurité, où quelqu'un peut venir tomber sur toi parce qu'il se dit, j'ai la force, il te met en prison. Mais tu n'es pas en sécurité. Et quand il y a des troubles dans le pays et tout ça, il y a des pays aujourd'hui où les habitants du pays sont réfugiés dans leur propre pays. Il y a ces pays et on est sur ce chemin. Mais l'intellectuel ou l'élite guinéenne a peur, il est sélectif. C'est-à-dire on s'accommode au discours qui fait plaisir. Sinon, c'est les faits. Avant de parler de la paix, il faut d'abord essayer de corriger ceux qui troublent cette paix-là. Tu ne peux pas parler de la paix dans un pays où il y a l'injustice, où on met les gens en prison selon la tête, et puis on pousse les gens en exil, on kidnapping, on assassine. Et tu ne peux pas parler de paix. Et celui qui fait ça, tout le monde connaît, c'est l'État. Un État qui ne fait pas la promotion de la paix, mais il encourage le désordre, parce qu'il dit que c'est ce désordre-là, il est assis sur ça. Mamadi sait que sans la violence, il ne peut pas gérer la Guinée. C'est sur la violence. Il est venu dans la violence, il veut gérer le pays dans la violence. C'est ça la réalité. Très cher ami, il y a trop à dire sur notre pays. La Guinée, c'est la terre de nos ancêtres. La Guinée, c'est la chose que nous partageons en commun. On ne peut pas laisser ce pays détruit par un groupe de bandits. S'asseoir, le regarder, dire, c'est Dieu. Dieu ne donne pas l'arme à un de ses fils d'aller tuer ses semblables et venir s'asseoir sur eux dans le sang. Dieu ne fait pas ça. Ça, c'est l'acte de Shaitan. Mamadi est en mission pour le Shaitan. On doit le combattre. Combattons Mamadi sur tous les plans et continuons à nous mobiliser. Et surtout, continuons à sensibiliser. Ne dites pas que votre parole ne peut rien changer, non. Chacun d'entre nous, à sa petite échelle, peut changer quelque chose. On ne demande personne de dire la vérité, mais on demande à tout le monde de dire la vérité sur la Guinée. Parce que nos parents nous ont envoyés à l'école pour leur informer, pour leur éclairer sur la situation socio-politique, économique de notre pays. Ne laissons pas le danger
envahir tout le pays pour venir le médecin après la mort. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit agir. C'est maintenant qu'on doit commencer à sensibiliser, qu'on doit parler à nos frères, qu'on doit parler à nos parents. Parce que Mamadi n'est pas bon pour la Guinée. Très chers compatriotes, je vous dis merci. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye. Merci.